Bonjour, bienvenue dans le rapport surprenant d'aujourd'hui. Mon beau-père trompe ma mère, alors on se venge. J'ai emménagé avec ma mère après la fin de son mariage de 25 ans avec mon père biologique. C'était un connard manipulateur, mais c'est une autre histoire. Peu de temps après le divorce, ma mère m'a présenté à son petit ami de l'époque, Chris. Maintenant, ma mère travaillait comme agente correctionnelle à la prison du comté. Le petit ami était un ancien détenu, arrêté pour conduite sous l'influence de l'alcool. Cela aurait dû être le premier signe d'alerte, mais ma mère souffrait d'un long mariage et je ne voulais pas m'attarder sur ce sujet. Chris semblait la rendre heureuse, et cela me suffisait. Mon frère, ma sœur et moi sommes allés vivre avec maman et Chris, et nous semblions bien nous entendre. Chris et moi nous sommes un peu liés d'amitié grâce à notre passion pour les jeux vidéo et tout semblait bien. Autrement dit, jusque-là. En raison du casier judiciaire de Chris, il devait régulièrement se présenter à des examens probatoires au palais de justice. Un jour, il n'est pas revenu et nous étions un peu inquiets. Nous avons alors reçu un appel de lui, du Texas. Il s'avère que lorsqu'il est arrivé au tribunal ce jour-là, il a été approché par le FBI. Sa famille texane a été impliquée dans une série de crimes liés aux gangs et à la drogue, et en raison d'une situation où il se trouvait dans un véhicule lors d'un transfert de drogue, il était également en prison. Il a finalement accepté de témoigner contre les membres de sa famille en échange d'une peine plus courte et a été autorisé à sortir de prison avant son procès. Ma mère était bouleversée. Au cours de nombreux appels téléphoniques au cours d'une année, ils ont élaboré leur projet de mariage à son retour. Le propriétaire du magasin où il travaillait lui a permis de revenir également en tant que gérant du magasin. Peu de temps après, la beuverie a commencé. De toute évidence, Chris n'était clairement pas étranger à la boisson. Il se met à boire de plus en plus, au point de consommer 24 bières par jour. Chris était un méchant ivrogne. Il commençait régulièrement des bagarres quand il était ivre, et même si elles ne devenaient jamais physiques, il n'était pas vraiment doux avec ses paroles. Ma mère a toléré son comportement pendant plusieurs années, affirmant qu'il était stressé à cause du travail et du procès à venir. Finalement, après plusieurs années, ma mère en a eu assez. Un soir, Chris est rentré à la maison extrêmement ivre et ma mère l'a confronté. Elle lui a demandé s'il avait bu et comme il ne l'a pas nié, elle l'a expulsé. Il a emménagé temporairement chez un ami. Le lendemain matin, ma mère nous a demandé de l'aider à rassembler quelques objets essentiels pour qu'il n'ait pas à rentrer à la maison avant d'être sobre. Alors que nous rassemblions ses affaires, nous avons entendu frapper à la porte d'entrée. Nous l'ouvrons et trouvons Betty, une des collègues de Chris et quelqu'un avec qui je suis allée au lycée. Elle a dit à ma mère qu'elle avait quelque chose d'important à partager. Après avoir parlé à ma mère et lui avoir dit de ne pas lui dire d'où elle tenait l'information, Betty a raconté à ma mère comment Chris trompait ma mère avec Darla. Comment il obligeait régulièrement Darla à commettre des actes sexuels à l'intérieur et à l'extérieur de son lieu de travail. Comment Betty les a attrapés et comment Chris lui a dit que si elle le disait à ma mère, il la virerait, il était le gérant du magasin. Et enfin, comment Darla était enceinte. Ma mère était en colère. Une fois le choc initial passé, elle nous a dit de rassembler toutes les affaires de Chris et de les jeter dehors. Nous avons tout pris dans sa maison et tout jeté dans la ruelle derrière notre maison. Chris n'avait aucune raison ni capacité de retourner dans la maison, elle était louée, seule ma mère étant impliquée dans les formalités administratives, donc il n'y avait aucun problème. Entre-temps, elle l'a appelé et l'a confronté. Il a avoué toute cette affaire et qu'il était heureux que Darla soit enceinte car cela signifiait qu'il aurait enfin un enfant. La mère refusait d'avoir d'autres enfants, nous étions tous les trois soumis à une forte pression sur son corps, elle devait probablement ne survivrait plus. Il a refusé de s'excuser pour aucun de ses actes. Ma mère s'est arrangée pour qu'il récupère ses affaires dans la ruelle, en présence d'un policier, et il a quitté nos vies. La revanche. Maintenant, ma mère voulait clairement se dépoussiérer les mains et passer à autre chose. Elle était déjà très émue par toute cette épreuve et ne voulait plus rien de lui. Mais ma sœur, mon frère et moi avions d'autres idées. Tout d'abord, nous appelons votre lieu de travail.
DQ opère comme une franchise indépendante et le propriétaire de cette succursale possédait plusieurs succursales dans la région. C'était aussi un bon ami. Nous l'avons informé des actes sexuels qui s'y déroulaient et il a entamé le processus visant à expulser Chris de son poste et à l'interdire de toutes les succursales de la région. Fait intéressant, Betty a obtenu son poste après son départ et dirige désormais un navire propre et ordonné. Chris n'avait plus de travail ni de logement et a emménagé avec Darla dans une ville à environ 1 heure de là. Nous avons découvert qu'il avait commencé à travailler dans un autre DQ dans cette ville et avons informé le propriétaire de cet endroit de la situation. Cela a pris beaucoup plus de temps, car aucune action indécente n'y avait eu lieu, mais il a finalement perdu son emploi. Peu de temps après, Chris a commencé à circuler dans notre quartier, traquant apparemment ma mère et notre famille, probablement à cause de sa perte d'emploi. Maintenant, à cause de toute la situation au Texas, sa probation n'a jamais été suspendue pour conduite en état d'ébriété et n'avait donc toujours pas de permis. Il n'a jamais eu besoin de conduire lorsqu'il vivait avec nous car le travail était local et nous pouvions le conduire en cas de besoin. Mais il était là, conduisant clairement seul alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Nous avons contacté la police et les avons informés du véhicule de Darla dans notre quartier et que nous pensions que Chris le conduisait sans permis de conduire. Nous leur avons dit d'arrêter le véhicule la prochaine fois qu'ils le verraient, car ce serait probablement ce qui conduirait à nouveau. Effectivement, quelques semaines plus tard, on nous a dit que Chris avait effectivement été arrêté et renvoyé à la prison locale pour conduite sans permis et ivre. La police a également fouillé la maison où il résidait et y a trouvé plusieurs armes. Comme il était un criminel, il n'était pas légalement autorisé à détenir des armes dans les locaux, ce qui impliquait une peine de prison plus longue. Une fois son temps écoulé, il était juste à temps pour lui d'être renvoyé en prison au Texas pour y être jugé. Le fils de Chris est né alors que Chris était en prison. Darla a visiblement réalisé à quel point Chris était un idiot absolu et a rompu les liens avec lui pendant qu'il était en prison. Pendant son séjour en prison, Chris a commencé à envoyer des tonnes de lettres à ma mère, lui disant à quel point il était désolé, le suppliant de le reprendre et se plaignant que ce n'était pas de sa faute, le tout dans la même lettre, remarquée. Maman les a tous brûlés. Nous sommes partis en quittant l'État. De toute évidence, Chris est sorti de prison il y a quelques années et vit maintenant au Kansas, aux prises avec la pension alimentaire pour enfants, c'est pourquoi Darla l'a poursuivi en justice. Maman a maintenant un nouveau petit ami, qui la traite bien et se soucie plus que Chris ne l'a jamais fait. Mon frère et ma sœur ont déménagé et je vis toujours avec ma mère, je l'aide avec la maison que nous venons d'acheter et que nous rénovons. La vie s'annonce belle. Cela m'a été rappelé par une conversation avec un collègue sur les tricheurs et j'ai pensé que je partagerais cela avec vous. J'ai mis fin à la vie d'une romance d'escroc. Je suis une femme dans la trentaine avec un assez bon travail en entreprise dans un domaine avec beaucoup de potentiel de croissance et je suis récemment revenue sur la scène des rencontres après une décennie. Je suis du genre, je serais un as si elle perdait 30 livres, un beau visage si elle était un peu potelée, mais je n'ai jamais eu de problème pour trouver un rendez-vous. Je ne vais pas bien, mais je suis stable et j'ai un peu d'argent à dépenser. Je vis dans une grande ville multiculturelle et mon ex était un immigrant, je suis donc ouvert à sortir avec des personnes de tous horizons. Ce qui s'est passé, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un homme très charmant originaire d'un pays d'Amérique latine, quelques années plus jeune que moi. Il semblait très doux, câlin, intelligent, orienté vers la famille, disponible émotionnellement, instruit et exerçant une bonne profession dans son pays et avait beaucoup de points communs avec moi. L'alchimie semblait incroyable dans et hors de la chambre. Il a été honnête lorsqu'il a dit qu'il était dans mon pays avec un visa touristique mais qu'il espérait y rester. J'ai clairement fait comprendre que je ne pourrais pas l'aider avec ça, mais que nous vivrions une aventure estivale amusante pendant qu'il serait ici. S'il parvenait à rester ou à revenir, alors seulement nous envisagerions une véritable relation. Quelques semaines et 4 rendez-vous plus tard,
Lors d'une conversation textuelle sur mon travail, il m'a demandé d'être sa maman sucrée. Au début, j'ai ri et j'ai supposé que c'était une blague. Il a continué à insister et a clairement dit non. Bien sûr, me sentant insulté par cela, je l'ai attaqué. Il a gardé cette question sérieuse jusqu'à ce que je touche un point sensible avec mes plaintes sur la façon dont il devait être gêné de me poser cette question. Puis il s'est mis en colère et m'a insulté parce que je pensais qu'il était sérieux. Il n'y a aucune excuse pour me faire du mal. Évidemment, la prochaine chose que j'ai faite a été de pleurer auprès de mes amis les plus proches. J'étais blessée d'avoir été amenée à penser qu'il m'aimait bien et qu'il pensait que je devais payer pour un homme. Un de mes amis a commencé à fouiner davantage dans sa présence en ligne. Ensemble, nous avons trouvé environ 6 comptes Instagram différents qui lui appartenaient, utilisant différentes variantes de son nom et différentes photos de lui, tous téléchargés par lot. Sur Facebook, un schéma similaire. Tout cela semble très frauduleux et suspect. Il a été assez stupide sur l'un de ses profils pour suivre et identifier l'employeur pour lequel il travaillait illégalement sur son visa touristique dans mon pays. J'ai donc contacté un autre ami proche d'un organisme local d'application de la loi qui travaille dans le domaine de l'immigration. Elle a consulté son dossier, il avait une femme et une fille à la maison. J'ai ensuite relâché les chiens. L'ami qui m'a aidé à enquêter en ligne a organisé plusieurs discussions de groupe sur diverses plateformes avec toute sa famille, immédiate et élargie, et ses amis. Elle a publié toutes les captures d'écran ainsi qu'un discours sur la honte de cette situation. Alors qu'il commençait à la bloquer, elle a ajouté d'autres personnes. J'ai trouvé le numéro de téléphone de sa sœur, elle y envoyait aussi des messages. Tous ceux qu'il connaît, y compris sa femme, savent qu'il est infidèle et qu'il essaie de profiter des femmes. 30 minutes après le début du bombardement en ligne, j'ai reçu un message grossier de sa part me disant que je devrais être assez intelligent pour savoir qu'il plaisantait et qu'il n'avait pas besoin de se vendre. Je n'ai pas répondu. Étape suivante, ai-je vérifié les rapports d'immigration ? Le formulaire de rapport d'immigration en ligne contient toutes les informations que nous avons trouvées, informations professionnelles, nom et adresse de l'employeur, adresse du domicile, nom complet, date de naissance, photo, capture d'écran admettant travailler. En règle générale, l'examen de ces rapports prend des mois, mais j'ai donné le numéro de dossier à mon ami policier. 2 jours plus tard, des policiers lui ont rendu visite à son domicile. Ils l'ont retrouvé avec un numéro de téléphone attribué à un résident local. Tous ses colocataires avaient également des numéros attribués à la même personne, lien direct avec l'employeur. Il a reçu un avertissement pour avoir tenté de m'escroquer, une ordonnance d'interdiction de contact et un indicateur sur son dossier d'immigration qui, en fonction de son pays d'origine, signifiera probablement qu'il ne pourra jamais revenir, ainsi qu'un avertissement strict de ne pas travailler sans autorisation. Ses colocataires ont également reçu des avertissements. Son employeur a alors reçu une visite. Ils ont trouvé des preuves significatives démontrant qu'il l'employait illégalement, ainsi que plusieurs autres personnes. Leur enquête est toujours en cours, mais jusqu'à présent, ils risquent de recevoir des dizaines de milliers d'amendes, voire une peine de prison. Ce type n'est pas expulsé parce que le gouvernement devrait payer pour cela et que les procédures prennent plus de temps que la durée restante de son visa, mais maintenant il est passé d'un dossier signalé à une interdiction de réentrer de plusieurs années dans mon pays. S'il me dérange à nouveau, il sera également expulsé. J'espère qu'il appréciera de retrouver sa femme en colère et d'être ridiculisé par tous ceux qu'il connaît. À plus tard, plus jamais. Elle m'a trompé avec un gars que je pensais être son cousin. Je table parce que je n'en suis pas fier, mais cela me semblait être la bonne chose à faire à l'époque. Cela s'est produit en 1998, à un an près. J'avais environ 22 ans et je sortais avec cette fille depuis environ 1 an et demi. Elle était incroyablement belle, intelligente et drôle, donc j'étais vraiment folle d'elle. Elle n'avait qu'1 an de moins que moi, mais elle vivait toujours avec son père et il était très strict.
Il a beaucoup de règles pour elle, y compris un couvre-feu, même si elle a 21 ans. Étonnamment, il pensait qu'elle était vierge, mais je n'étais même pas le premier. Finalement, il a découvert que nous faisions l'amour et lui a dit qu'elle ne pouvait plus me voir. Nous avons continué à sortir ensemble, mais c'était plus difficile parce qu'elle se faufilait toujours. Elle utilisait souvent son cousin comme excuse pour me contacter, mais elle allait souvent chez lui pendant un moment pour pouvoir avoir une couverture. Elle a dit qu'ils étaient très proches depuis qu'ils étaient enfants, donc c'était normal. J'ai finalement découvert que sa cousine n'était pas vraiment sa cousine. Il était le fils du meilleur ami de son père, mais son histoire est qu'elle l'appelait toujours son cousin et le considérait comme un cousin. J'ai commencé à remarquer de plus en plus de choses qui semblaient inhabituelles et je suis devenu vraiment méfiant. Un jour, elle m'a dit qu'elle déjeunait dans un certain restaurant et qu'elle reviendrait plus tard. Peu de temps après, j'ai reçu un message sur mon téléavertisseur indiquant rendez-vous au Red Lobster à midi. Ensuite, j'ai reçu un autre message disant que ce message était destiné à son père. Je suis allé au restaurant, j'ai vu sa voiture et je me suis garé juste derrière. Une autre voiture, sa cousine, descend, ils s'enlacent, s'embrassent et montent. Je suis rentré chez moi pour me vautrer dans ma misère. J'ai annulé notre rendez-vous ce jour-là, mais je ne lui ai pas dit ce que je savais. Bientôt, j'ai créé mon plan diabolique. Je dois vous parler de tout incident survenu au début de notre relation. Un jour, elle s'habillait et j'ai pris une photo de ses fesses avec un vieux Polaroid. C'était juste un gros plan de ses fesses et il n'y avait aucun moyen de les identifier sur la photo. Je ne pensais pas que cela la dérangerait. Elle était follement en colère. Je ne l'ai jamais vue aussi en colère. Elle était prête à se battre pour cette photo, mais j'ai fait un effort pour ne pas rester loin d'elle. Elle a commencé à essayer de l'arracher, mais elle n'y est pas parvenue. Je lui ai dit de me le donner et je le couperai. Elle attrape un stylo et commence à marquer, puis trouve une paire de ciseaux et coupe. J'ai brûlé les restes devant elle. Elle a été en colère pendant un moment et m'a beaucoup sermonné sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de photos d'elle nue. Je ne saurais trop souligner à quel point elle détestait l'idée que quiconque ait des photos d'elle nue. Elle était horrifiée. Elle ne m'a pas parlé pendant environ une semaine et nous avons failli rompre, mais elle a finalement accepté que je ne pensais vraiment pas que cela la dérangerait et que je n'essaierais plus jamais. Passons à autre chose. J'avais mon plan ensemble et nous avions prévu qu'elle vienne chez moi. Je louais une maison décente avec mon meilleur ami, mais je vivais comme une personne célibataire. Très peu de meubles dans ma chambre, j'avais un lit, un bureau d'ordinateur avec une chaise, une commode et un réveil par terre à côté de mon lit. Je suis allé chercher une chaise supplémentaire dans la cuisine et je l'ai placée au pied de mon lit. J'ai pris un autre réveil et je l'ai posé sur la chaise. J'avais l'intention de donner l'impression que cela n'était manifestement pas à sa place. Elle est venue et nous avons fait l'amour. Je suis resté calme et j'ai supporté ça pendant environ 2 semaines, en faisant l'amour 2 à 3 fois par semaine. Je me suis assuré de faire différentes positions et d'essayer de la maintenir inclinée pour que le réveil la regarde directement. Je voulais continuer, mais j'ai décidé que ça suffisait. Juste avant notre départ le dernier jour, j'ai éteint l'horloge, je l'ai placée à côté de l'ordinateur et j'ai déplacé la chaise dans une autre pièce. Je me suis assuré qu'elle me voyait, mais j'ai fait croire que je faisais juste le ménage. J'ai commencé à avoir peur de mon plan parce que je savais à quel point il était cruel. J'ai décidé d'attendre un jour qui s'est transformé en 2 et finalement, après environ une semaine, j'ai décidé de l'appeler et de la confronter. Je ne savais toujours pas si j'allais me venger ou non. J'ai appelé et lui ai dit que je savais qu'elle voyait son cousin, je ne me souviens plus de son nom. Elle a nié, mais je lui ai dit que quelqu'un m'avait dit les avoir vus s'embrasser. Elle l'a finalement admis, mais elle a déclaré que tout avait commencé cette semaine. J'ai demandé comment peux-tu baiser ton cousin ? Elle a dit que tu sais qu'il n'est pas vraiment mon cousin. Nous discutons encore et je lui dis que je la connais depuis un mois. Ensuite, elle a essayé de me reprocher de ne rien dire lorsque je l'ai découvert et a fait un commentaire très intelligent dont je ne me souviens plus. Je lui ai alors dit qu'il y avait une dernière chose qu'elle aimerait vraiment savoir. J'ai demandé. Tu te souviens de ce réveil sur la chaise à côté de mon lit ? Elle a répondu, oui. J'ai alors dit, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous étiez là ? Elle a dit, pas vraiment. Je lui ai dit, pensez aux dernières fois où nous avons fait l'amour, comment nous faisions la levrette au pied du lit,
la cogirle avec toi face aux pieds et ainsi de suite. Elle a continué, qu'est-ce que tu dis, bordel? Finalement, je lui ai dit, c'était une caméra espion, espèce de salope dégoûtante et infidèle. J'ai téléphoné. J'avais appelé depuis un téléphone public pour une raison quelconque. Mon téléphone n'a plus de batterie. Lorsque j'ai réussi à rappeler, il y a eu d'innombrables messages et appels. Ces messages commençaient par des cris et des pleurs, puis des menaces, puis de la mendicité, puis des offres de pots de vin, puis elle était de retour dans le même cycle. Le lendemain, elle est venue chez moi et a frappé à la porte pendant au moins 1 heure, mais je n'ai pas répondu. Les appels et les messages ont continué à arriver pendant des semaines, même si leur fréquence a considérablement diminué. Elle est également venue chez moi plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu et parfois je n'étais pas à la maison. J'ai finalement répondu à un appel téléphonique, mais lorsqu'elle a commencé à me demander les images, j'ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait. Je l'ai entendu supplier, pleurer et plaider et finalement intervenir avec un « je ne sais pas de quelles images tu parles ». J'ai raccroché et je ne lui ai plus jamais parlé. Les appels et les SMS ont finalement cessé et j'ai repris ma vie. En fait, il n'y a jamais eu de caméra cachée, mais elle ne le sait pas encore aujourd'hui. C'était juste un vieux radio-réveil qui avait l'air suffisamment encombrant pour passer pour une caméra espion si vous n'y prêtiez pas attention. J'ai commencé à le regretter parce que je l'ai probablement torturé pendant longtemps et il ne m'a fallu que 6 mois environ pour me remettre de mon cœur brisé. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo.